Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence à cet événement Une conversation avec. Tout d'abord, je rappelle le principe de cette série de 3 événements. Une conversation avec, aujourd'hui avec Julien Chavat, directeur du Nouvel Opéra de Fribourg. Et l'idée, c'est de comprendre comment l'économie d'entreprise s'inscrit dans les milieux de la culture. La participation du public est bien sûr souhaitée. N'hésitez pas à poser des questions ou à intervenir durant la discussion. Julien Chavat, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet événement. Alors, on va parler du Nouvel Opéra de Fribourg, de votre rôle à la tête de cette organisation. Et puis, tout d'abord, j'aimerais vous demander quel a été votre parcours et puis comment est-ce que vous êtes arrivé à la tête de cette organisation. En fait, je dirige le NOF, Nouvel Opéra de Fribourg, depuis 2 ans parce que on m'a proposé de reprendre la direction de l'Opéra de Fribourg il y a 4-5 ans et je dirigeais une compagnie, j'étais le directeur artistique d'une compagnie qui s'appelait Opéra Louise, qui était active à Fribourg et en tournée à l'étranger. Et puis, mon idée a été plutôt que de reprendre la direction de l'Opéra de Fribourg, de faire une nouvelle organisation lyrique à Fribourg et donc de fusionner Opéra Louise et l'Opéra de Fribourg, qui est devenu donc le Nouvel Opéra de Fribourg. Ça, c'est un petit peu le parcours, mon parcours pour en arriver là. C'est-à-dire que d'abord, j'ai dirigé une compagnie qui s'appelait Opéra Louise, puis on m'a proposé donc de diriger l'institution lyrique. Pour en arriver là, avant là, voilà, j'ai grandi dans la région fribourgeoise. J'ai fait des études d'ingénieur à Zurich, à l'EPFZ, puis j'ai étudié la dramaturgie à la Haute École de Théâtre de Suisse romande. Je suis ensuite devenu assistant. Alors, dans mon parcours qui est lié à l'opéra, je suis devenu assistant à la mise en scène dans plusieurs maisons d'opéra, à l'Opéra de Zurich, à l'Opéra d'Amsterdam, à l'Opéra de Lyon par exemple. Je suis devenu assistant et c'est ça qui a forgé mon métier de metteur en scène et qui a, disons, développé mon réseau et, je l'espère, certaines capacités qui me permettent aujourd'hui de diriger le NOF. Voilà. Et puis parallèlement à ça, j'ai fait dans ma vie, comme beaucoup, de la musique. Je faisais du hautbois. J'ai arrêté par rébellion parentale. Puis je faisais vraiment beaucoup de théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre amateur. Je mettais en scène des spectacles. Je montais des projets. Enfin, c'était vraiment ma passion. Puis tout d'un coup, vers l'âge de 28-29 ans, en fait, assez tard, donc, j'ai décidé que le théâtre, dans son sens le plus général, deviendrait mon métier. Et c'est là que j'ai décidé de tout consacrer à la mise en scène d'opéra et de théâtre musical. Et puis que voilà, de fil en aiguille, j'ai développé mon parcours de metteur en scène et que je suis arrivé à la tête du NOF. D'accord, génial. Et puis, concernant les compétences nécessaires pour gérer une organisation comme ça, si on pense aux aspects financiers par exemple et puis organisationnels, est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez appris sur le tas ou bien comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Alors justement, j'ai pas fait de business school aux États-Unis ou de MBA. Par contre, j'ai monté des projets de théâtre amateur avec mes collègues et en fait, on y passait jour et nuit, on développait, on cherchait les sous, on montait ça, c'était notre passion en fait. Et en fait, de fur et à mesure, j'ai développé des projets de plus en plus volumineux avec une vision artistique probablement de plus en plus précise. Et c'est donc vraiment l'apprentissage en faisant qui a été mon école. Et voilà, ça c'est peut-être sur l'aspect plus managérial, si je peux dire, et puis sur l'aspect plus artistique. C'est vraiment mon parcours d'assistant à la mise en scène, puis de collaborateur artistique qui m'a vraiment permis d'ouvrir en tout cas les voies à un métier, parce que dans la mise en scène, on a une vision, on a des idées, on a des envies,
Mais après, un métier, on l'a pas encore forcément. Il y a une technique pour mettre en scène un opéra, ça demande un métier. Voilà, je sais pas le dire autrement. Et ça, c'est donc mon parcours d'assistant qui me l'a appris. D'accord. Et vous dites qu'au fil du temps, ça vous a permis de vous faire votre propre vision de l'opéra. Et là, dans le programme 2019-2020 du Nouvel Opéra de Fribourg, vous dites l'opéra est une forme d'ivresse, une façon élégante de se perdre avec préméditation et le rêve prémonitoire de nos émotions collectives. Bienvenue, cher public, votre curiosité est le miroir de notre audace. C'est magnifique. Donc, est-ce que vous nous promettez de rêver la prochaine fois que nous allons écouter le Nouvel Opéra de Fribourg? Alors en fait, disons le Covid nous le montre mieux que personne. En fait, ce que l'on propose quand on propose un spectacle, que ce soit de la danse, du théâtre, de la performance ou de l'opéra ou un concert, que ce soit de la musique classique ou de la musique amplifiée, c'est avant tout une expérience collective en fait pour le public. Et je crois que cette idée de pouvoir rêver ensemble, de se mettre dans une salle et de 600 ou 700 personnes, de pouvoir entendre de la musique, entendre des acteurs parler, voir des danseurs qui dansent, c'est une forme, voilà, moi je parle un peu d'ivresse, ça veut dire que déjà on éteint son téléphone, ça c'est devenu presque rare aujourd'hui. Moi j'éteins plus mon téléphone au spectacle que dans mon lit en fait. C'est le seul endroit où j'éteins mon téléphone, donc ça déjà ça participe à ce caractère d'évasion en fait. Et puis dans un spectacle, mais ça marche aussi évidemment au cinéma, en fait on est traversé par des émotions, ça c'est évident, la joie, la tristesse, la colère. Et puis, on est aussi submergé par des questions. On se pose des questions sur ce qu'on voit. Les questions que l'on se pose sur ce que l'on voit se placent ailleurs. Il y a aussi une espèce d'autre forme le cerveau se met dans une autre disposition, en fait. Et j'en parlais l'autre jour avec une collègue qui est dans le secteur privé. Elle me dit, quand je vais voir un spectacle, en fait, je refais un peu de l'ordre dans mes problèmes au bureau, en fait. Ça vous permet de vous mettre dans une forme d'ivresse ou de transe ou de joie qui vous permet, en fait, de la même façon que les gens qui font du sport réfléchissent à leur journée, ou vous êtes sous la douche, vous réfléchissez à votre journée, aller au spectacle, c'est aussi une façon, en fait, de se perdre et de se placer dans un état de conscience qui est différent et qui vous permet, en fait, de mieux apprécier la vie, de la trouver plus belle, plus simple et voilà, plus appréciable. Vous commencez à répondre à la prochaine question. Comment est-ce que vous caractérisez le Nouvel Opéra de Fribourg si on pense au neuf tel qu'il est, et puis aussi en comparaison par rapport à des autres opéras, que ce soit de Lausanne, Genève, Zurich? En fait, le neuf, de par son histoire, mais aussi de par les circonstances locales, a une structure très particulière. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une maison d'opéra à part entière, dans le sens que nous n'occupons pas à plein temps le théâtre dans lequel nous jouons. Le théâtre Équilibre a une saison de théâtre et de danse, a une saison de concert et a une saison lyrique avec le neuf. Donc voilà, on n'a pas une maison permanente. C'est-à-dire que nous sommes plutôt une structure de production, en fait. Une structure de production, c'est-à-dire que nous développons des spectacles. C'est-à-dire que nous investissons des moyens humains et financiers pour produire ce spectacle. Ces spectacles sont ensuite produits dans des salles de théâtre. Ils sont créés évidemment à Fribourg, puis ils sont diffusés, c'est-à-dire que nous on a un modèle très particulier qui nous permet, ce qui est très rare à l'opéra, de tourner les spectacles, en fait, surtout quand on fait de la musique contemporaine et des formats plus petits en fait. Ça nous permet de proposer ces spectacles en tournée, comme c'est le cas pour le théâtre et la danse, ou de proposer des spectacles en coproduction, c'est-à-dire que là, c'est plusieurs structures qui se mettent ensemble. Par exemple, on va coproduire un spectacle à Noël avec l'Opéra de Maastricht. Aux Pays-Bas, là, il y a deux structures qui décident 2 ou 3 ans à l'avance de se mettre ensemble pour produire un ouvrage et qui se mettent d'accord sur un metteur en scène, des décors, des costumes, et qui ensuite
Le spectacle va voyager au fond dans les deux lieux, va évidemment changer d'orchestre, souvent changer de distribution. Voilà, c'est ce qu'on appelle la coproduction. Donc en fait, le modèle d'une offre, c'est celui soit d'une grande compagnie artistique, soit d'une petite maison d'opéra qui nous permet de rester très flexible et qui nous permet aussi d'aller sur des ouvrages sur lesquels les grandes maisons que vous avez citées ne vont pas forcément. D'accord. Et vous parliez de tournée, ça veut dire que vous développez un spectacle et que ensuite, avec votre équipe, vous allez aller le présenter dans différentes villes, dans différentes salles. Exactement. Alors en fait, dans un processus de création, la façon de fabriquer un spectacle, alors là, peu importe le genre artistique, en fait, il y a d'abord ce qu'on appelle la phase de création. La phase de conception et la phase de création. La phase de conception, un metteur en scène et un scénographe et des costumiers se mettent ensemble et conçoivent sur papier, réalisent des maquettes pour concevoir le spectacle. On réalise également une distribution, c'est très important à l'opéra de distribuer, ça se passe généralement 1 année et demie et 2 ans à l'avance. Puis ensuite, il y a 5 semaines de répétition. Là, on crée les choses en fait, parce que voilà, qu'on fasse un ouvrage comme le Barbier de Séville ou bien un ouvrage plus pointu ou plus contemporain, on doit ensuite, la mise en scène n'est pas écrite d'avance, c'est-à-dire qu'il faut créer les choses en interaction avec les chanteurs et voilà, si on veut faire des bons spectacles, il faut que le processus de création se passe, c'est toute une équipe qui doit créer, puis le spectacle est créé, c'est la première, et une fois que la première, on dit que le spectacle existe, même si parfois il faut changer de distribution, qu'il y a des changements, etc., le spectacle existe, il y a quelque chose de tangible en fait, et ça nous permet de le tourner. Souvent en tournée, on doit adapter des éléments parce que les théâtres n'ont pas exactement la même dimension, parce que des chanteurs ne sont plus disponibles, parce qu'il y a 1000 contraintes en fait qui font que les spectacles, c'est une des forces par rapport par exemple au cinéma ou à d'autres formes d'art, c'est une des choses qui est magnifique dans le théâtre ou dans les arts vivants, c'est que c'est forcément dans un mouvement permanent. Voilà. C'est là qu'on voit que la flexibilité, c'est une qualité que vous devez absolument avoir pour pouvoir faire perdurer ces activités. Oui, alors il y a une flexibilité à l'intérieur du spectacle, et c'est tout à fait juste, mais il y a aussi une flexibilité dans la programmation, c'est-à-dire que, en fait, les toutes grandes maisons, les grandes maisons internationales, type Zurich, Genève, Amsterdam, Londres, elles choisissent les titres 3 à 4 ans à l'avance parce qu'il faut avoir la distribution. Souvent, c'est des plateaux avec des stars. C'est des gens qui se réservent très longtemps à l'avance. Nous, on essaie d'avoir un modèle où on programme 1 année et demie et 2 ans à l'avance, en fait, pour rester très flexible, pour obtenir des coproductions, pour tout d'un coup faire des premières suisses sur des ouvrages contemporains. Donc, on essaie vraiment d'avoir un modèle le moins rigide possible, alors que souvent, les maisons d'opéra sont des structures très rigides et avec une organisation presque militaire. Voilà. Maintenant, l'objectif est de rentrer un peu plus en détail dans les aspects de la gestion du nouvel opéra de Fribourg. Et puis tout d'abord, si on parle de vos clients, est-ce qu'il y a des clients types qui viennent au nouvel opéra de Fribourg, ou bien est-ce que c'est un public très hétérogène ? Alors, déjà, en fait, les spectacles, ils s'adressent, si on emploie le mot de client, en fait, on a 2 publics. C'est-à-dire les spectacles sont vus par 2 types de publics. Ils sont vus par le public et ils sont vus par le public professionnel. Ça, typiquement, le public professionnel, c'est nos clients aussi, si vous voulez. C'est aussi les programmateurs des autres salles ou les coproducteurs, en fait, qui voient ce que l'on fait et qui donc vont collaborer avec nous sur tel projet, vont prendre tel spectacle en tournée. Donc on a un peu ces 2 catégories. Alors en ce qui concerne le public dans le sens traditionnel où on l'entend en fait, évidemment nous on l'espère, en tout cas on essaie de travailler sur un public le plus hétérogène possible. Ça passe à la fois par la programmation, c'est-à-dire que par exemple on a produit un ouvrage spécifiquement destiné pour enfants, qui s'appelait Laika, le chien de l'espace, mis en scène par Anne Schwaller. En fait, ça, c'est vraiment un ouvrage qui se destinait à un public entre 10 et 16-17 ans, qui ont été évidemment accompagnés par leurs parents. Et donc, il y a des ouvrages qui se destinent à tel public. Ensuite,
Il y a quand on produit des ouvrages du répertoire, du grand répertoire de l'opéra, voilà, on a fait le Barbie de Séville il y a 6 mois. En fait, c'est sûr que voilà, ça c'est typiquement des spectacles qui intéressent le public, des gens qui aiment la musique classique, qui aiment l'opéra. Et là, évidemment, la planète lyrique dans son entier lutte jour après jour, et nous en sommes les premiers, pour faire en sorte qu'il y ait un rajeunissement de ce public-là. Il a lieu, c'est pas du tout un vœu pieux en fait. Il a lieu, et il a lieu non seulement parce que les maisons d'opéra font beaucoup d'efforts je dirais pas de vulgarisation parce que c'est prend un terme péjoratif, mais de mise dans un contexte qui fait que l'opéra n'est plus perçu comme une barrière ou quelque chose d'impénétrable ou de stérile. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, l'opéra est en train, enfin les jeunes artistes sont en train aussi de s'emparer de ce genre-là. S'il n'y a pas assez de jeunes à l'opéra, c'est aussi parce que les chefs d'orchestre, les metteurs en scène, les chanteurs sont aussi dans une catégorie d'âge qui ressemble un peu au public en fait. Et donc maintenant, il y a de plus en plus de jeunes, de très jeunes, de gens qui sortent des écoles, qui ont envie de s'intéresser à la mise en scène de la musique, d'ouvrages lyriques. Et voilà, ça permet aussi un rajeunissement du public et de le rendre le plus hétérogène possible. Ça, c'est justement probablement une grande difficulté de l'opéra, de, entre guillemets, rajeunir le public et puis donner envie à des jeunes de franchir le pas et puis de venir, peut-être de sortir aussi de leur zone de confort. Vous avez dit que vous avez produit un opéra pour enfants et puis aussi qu'on voit souvent des solistes passablement jeunes sur la scène du Neuf. Vous allez vraiment dans ce sens pour essayer de se rapprocher des jeunes. Et c'est bien de le faire. Et puis, est-ce que vous avez encore des pistes que vous pouvez exploiter pour aller encore plus dans ce sens? Alors, ce que vous dites est totalement juste. Après, comment dire ça, le public ne se laisse jamais guider ou de manière forcée en fait. Donc en fait, il faut toujours faire très attention dans ce qu'on fait. En fait, je crois déjà il faut pas perdre en sincérité. Ça veut dire que quand on se dit il faut qu'on parle à un public plus jeune, en fait, oui et non. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire les choses telles que nous on les sent. Et puis après, si ça parle aux jeunes, ce que j'espère le travail du Neuf l'est, tant mieux et ça va marcher. En fait, je crois pas que le public se laisse trop. Voilà, le spectacle, le cinéma, le théâtre, ça reste un art où ça reste quelque chose où les gens veulent se sentir libres de consommer ou de ne pas consommer. Et donc en fait, c'est la qualité des produits, c'est le fait aussi qu'il y ait des thèmes, dans les esthétiques en fait, ce qui peut aussi évidemment repousser les jeunes spectateurs. Si maintenant vous allez au théâtre ou à la danse, vous allez dans des théâtres avec une vocation contemporaine forte comme Vidi ou l'Arsenic ou je ne sais où, en fait, vous comprenez tout de suite que l'esthétique, elle n'est plus la même qu'il y a 20 ans, et celle d'il y a 20 ans n'était plus la même qu'il y a 40 ans. Et en fait, des fois, on a l'impression que l'opéra fonctionne toujours avec un peu 10 ou 20 ans de retard, et que voilà, il y a besoin de structures comme la nôtre pour montrer que maintenant, les esthétiques contemporaines, les dramaturgies contemporaines, elles sont tout à fait compatibles avec l'opéra. Et comment est-ce que vous choisissez les programmes que vous voulez offrir? Et en combien est-ce que vous vous adaptez au public pour les offrir? Alors, pour la programmation, elle se fait, il y a 1000 paramètres. Le premier, c'est le goût, en fait, c'est l'envie. Jamais je ne mettrai au programme un ouvrage que je n'aime pas ou que je trouve faible. Enfin voilà, il y a un goût. Un directeur artistique doit défendre son goût. Peu importe la branche artistique, et le public doit pouvoir se positionner par rapport au goût et au choix d'un directeur artistique, et c'est très important d'assumer ses préférences. Moi, typiquement, j'ai un faible immense pour la musique contemporaine, notamment lorsqu'elle est mise en scène à l'opéra, et même si c'est un genre qui est plus difficile pour le public et que forcément que vous remplissez moins quand vous faites du Gérald Barry que quand vous faites du Rossini, c'est important d'aller sur ces points-là parce que je souhaite les défendre. Le deuxième aspect, c'est évidemment les aspects artistiques, dans le sens qui sont les chanteurs que l'on a sous la main pour tel rôle. C'est très important à l'opéra, en fait.
Des fois, on a très envie de retravailler avec tel chanteur, telle chanteuse, tel chef d'orchestre. Et donc, en fait, il y a aussi des programmations qui se font en fonction, en fait, de ces gens avec qui on a envie de travailler, c'est-à-dire les artistes que l'on invite. Le troisième aspect, c'est les aspects économiques, dans le sens que il y a certains spectacles, certains ouvrages que tout simplement nous ne pouvons pas payer, ou que respectivement, si on allait sur ce genre d'ouvrage, on le ferait dans des versions qui seraient pas bonnes. Ou, voilà, il y a des ouvrages, si vous faites les Troyens, vaut mieux le faire à Genève ou à Zurich qu'à Fribourg. En fait, ça n'a aucun sens. La taille du plateau, la taille de la fosse d'orchestre, ça n'a aucun sens. Donc voilà, il y a aussi des raisons économiques dans la taille de ce qu'on fait qui forcément guident nos choix. Voilà. Après, en ce qui concerne le public, on essaie toujours d'avoir des saisons un peu équilibrées. C'est-à-dire que nous, on fait toujours une production plus du répertoire dans la période Noël-Nouvel An. C'est là aussi que le public est le plus réceptif et qu'on a le plus un public probablement traditionnel d'opéra qui peut venir. Et sur les ouvrages, probablement plus de musique contemporaine, ou sur les spectacles avec une proposition peut-être plus tranchée, ils seront programmés à un autre moment dans l'année pour essayer d'équilibrer la saison. Justement, les aspects économiques, on y vient. Comment est-ce que vous fonctionnez financièrement? Et puis, en combien est-ce que vous bénéficiez de soutien public pour financer vos activités? Donc en fait, par définition, les arts vivants et l'opéra en particulier ne sont pas des secteurs économiques rentables. Dans le spectacle vivant, peut-être à part le Cirque du Soleil qui là encore souffre de difficultés avec le Covid, je crois c'est pas possible de rentabiliser, et je crois que c'est l'objectif de personne. En partant de ce principe-là, les cantons, parce qu'en Suisse les choses elles sont réglées au niveau cantonal ou au niveau communal, les cantons ont ce qu'on appelle une politique culturelle, c'est-à-dire qu'ils décident de subventionner des organisateurs culturels, des organisations culturelles. À Fribourg, c'est le Théâtre des Os, c'est l'Orchestre de Chambre, c'est le Festival du Belluard, c'est l'Opéra, en fait, qui décident de subventionner ces organisations culturelles et à ce titre-là de permettre la création, en fait. Pour ce qui concerne et ça permet aussi à la fois que la création existe et en même temps de faire en sorte que, même si ça reste cher le spectacle vivant, que les prix restent abordables par un public le plus large possible, même si effectivement souvent les prix restent chers. Pour donner un cas très concret, le subventionnement public du Nouvel Opéra de Fribourg est situé autour de 60%, c'est-à-dire que 60% de nos entrées sont des subventions directes ou indirectes. Ça nous place donc dans un taux, ce qu'on appelle d'autofinancement de 40%, qui peut paraître très faible par rapport à une entreprise privée pour lequel le taux d'autofinancement doit être de 60%, mais qui, en comparaison avec les grandes maisons d'opéra, est plutôt très élevé. Dans les théâtres en Allemagne, ce qu'on appelle dans les théâtres de répertoire en Allemagne, on va faire des taux d'autofinancement d'entre 5 et 15% en fait. Donc avec les 40%, avec aussi pas mal de revenus qui viennent de la tournée ou des coproductions, on essaye au maximum de générer notre propre financement, tout en sachant que là on atteint des résultats qui sont, je dirais, totalement défendables sur le plan politique. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun financement de donateurs et d'investisseurs privés? Si, il y en a. Il y a deux catégories. On a des sponsors, en fait. On a des entreprises qui nous sponsorisent. Le sponsoring a beaucoup changé. C'est fini un peu l'époque où les gens voulaient avoir leur logo en bas de l'affiche ou dans le programme, ou mettre leur banderole à l'entrée. Ça n'existe plus vraiment, en fait. Puis surtout, nous, on ne peut pas accumuler tout plein de petits sponsors et comme ça. Donc, on travaille avec des sponsors assez importants pour le canton. Puis ça, c'est des gens en fait qui le font, c'est des entreprises qui le font principalement à titre de mécénat. Ça veut dire qu'ils estiment, j'ai eu un rendez-vous avec
directeurs d'entreprise récemment, bah, ils ne le font pas pour avoir une rentrée directe d'une augmentation de leurs ventes, mais parce qu'ils savent qu'une vie culturelle riche et foisonnante à Fribourg, c'est important pour l'attractivité de la région et donc c'est important pour la marche des affaires dans le sens général. Puis ensuite, on a des mécènes en fait, donc c'est des gens privés qui nous soutiennent, qui donnent voilà, un peu d'argent et qui nous permettent aussi de compléter. Moi, j'essaye dans le modèle économique du NOF de faire en sorte que le sponsoring et le mécénat couvrent les projets en plus que ceux qu'on programme de toute façon, c'est-à-dire que ça nous permet de faire des choses en plus, de faire des films, de faire des projets spéciaux en fait, et c'est là que va l'argent privé. Voilà. Maintenant, impossible de passer à côté de la thématique de la crise du coronavirus qui a touché toutes les entreprises et puis évidemment toutes les organisations culturelles. Précisément, dans le cas du nouvel Opéra de Fribourg, en combien est-ce que vous avez été impacté par cette crise du coronavirus et puis comment est-ce que vous avez rebondi face à ces changements? Alors, déjà, l'impact, on ne le connaît pas encore parce que ben, déjà, le coronavirus n'est pas tout à fait terminé. Et puis parce que les théâtres sont maintenant en train de rouvrir et donc on verra les effets à court et à moyen terme sur les fréquentations. J'entends autour de moi des gens qui, peut-être des personnes un peu plus âgées qui vont renoncer cette année à venir ou à prendre un abonnement, etc. parce que la situation est inconnu et que potentiellement, voilà. Ceci étant dit, les organisations culturelles ont fait un immense travail de vulgarisation pour faire en sorte que les représentations puissent avoir lieu. Ça sera le cas à équilibre et voilà, on a beaucoup de chance de ce point de vue-là. Il y a des règles très strictes. Maintenant, on verra à quel point la fréquentation est impactée. Ça, c'est un petit peu pour l'avenir. Bah, c'est un peu un point d'interrogation et donc, voilà, comme toute entreprise, on doit un peu se préparer à différents scénarios, du plus optimiste qui consiste à dire que non, les gens seront là, au plus négatif qui consiste à dire qu'il y aura des annulations, que les artistes pourront pas voyager. À l'Opéra, on est particulièrement redevable d'artistes qui viennent de l'étranger. Qu'est-ce qui va se passer avec les quarantaines? Qu'est-ce qui se passe si une habilleuse ou un technicien attrape le Covid à l'intérieur de l'équipe? Quand on fait le Barbier de Séville, il y a 120 personnes qui sont impliquées, donc le risque que quelqu'un attrape la maladie est grand. Ensuite, on a été impacté de manière très concrète parce qu'on était en train de répéter un spectacle qui s'appelle Péléas et Mélisande quand c'était le 16 mars et on a dû arrêter les répétitions. C'était un processus un peu traumatisant parce qu'on ne savait pas. Enfin, un spectacle, c'est comme un enfant, quoi. Il y a quelque chose où on donne toute son énergie et toutes ses envies. Et donc, enfin, voilà, là, on était vraiment paralysés. Et puis, voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les spectacles ont été reportés. De 1 année à 2 ans, on a une coproduction avec l'Opéra national d'Irlande à Dublin qui est reportée de 2 ans, en fait, parce qu'on a besoin de ce temps-là à l'opéra pour recomposer la distribution, pour remettre les choses sur pied. On a d'autres choses qui ont été déplacées de 1 année, puis voilà, on croise les doigts évidemment, notamment aussi pour la situation en France, parce qu'on a pas mal de spectacles en France au printemps 21 en fait, que voilà, même si en Suisse on a l'impression que les choses vont mieux, que ça soit aussi le cas voilà, dans les pays qui nous entourent. Sur le plan financier en fait, il y a évidemment un impact qui est gigantesque et qu'on n'a pas fini encore de mesurer, et Excel continue à tourner pour calculer, pour savoir où on en est en fait. On a eu une chance tout à fait significative à Fribourg, dans le sens que les mesures politiques, elles ont été très rapidement communiquées, elles ont été très claires. Ça veut dire qu'on a, si je compare avec d'autres cantons où la situation elle est toujours un peu, elle n'est pas claire en fait, à Fribourg, on a pu très rapidement savoir sur quel pied danser, ce qu'allait être soutenu, compensé, indemnisé, ce qui n'allait pas l'être, et donc en fait de pouvoir se retourner en fait économiquement. Mais voilà, mais c'est sûr que voilà, typiquement, pour vous donner un chiffre, l'Opéra de Fribourg, le nouvel Opéra de Fribourg a perdu entre 100 et 150 000 francs de rentrée entre le 16 mars et le 30 juin, de spectacles qui étaient vendus ou en location. Et voilà, ça c'est de l'argent qui ne reviendra pas et qui va nous manquer en fait pour ces prochains mois. Ceci étant dit, voilà, on
on se bagarre et on s'ajuste comme tout le monde, quoi. Voilà. Voilà, nous arrivons au terme de cet échange. Julien Chavat, un grand merci pour votre participation à cette conversation au sujet du nouvel opéra de Fribourg et puis de votre rôle de directeur à la tête de cette organisation culturelle. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais.